Donc le nom entier, c'est donc Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Parti social-démocrate d'Allemagne. Alors le parti avait en 2014 fêté ses 150 ans, en 2013 pardon, ses 150 ans, mais c'est plus un côté technique. C'est-à-dire, la question c'est quand est-ce qu'a été fondée die SPD, wann wurde die SPD gegründet? Alors techniquement, la première fois que vous avez un parti qui s'appelle die SPD qui est fondé, c'est en 1890. Sauf que c'est pas le premier parti social-démocrate. Le premier parti social-démocrate, c'est en 1863, sous le nom de ADAV, donc ADAV, donc der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Pareil, je prendrai le temps de vous envoyer des indications sur les diminutifs pour que vous ayez les noms complets. Donc, ce parti-là a été fondé en 1863 à Leipzig par Ferdinand Lassalle. Alors, en allemand, Ferdinand Lassalle. Alors, l'écriture officielle que vous allez trouver de son nom, c'est L-A-2-S-A-2-L-E. Mais à la naissance, il fallait enlever le deuxième L et le E à la fin. Et donc, il s'est fait connaître donc, en tant que Ferdinand Lassalle. Donc, c'est lui qui fonde le premier parti social-démocrate allemand. Vous en avez un deuxième qui est fondé en 1869, le SDAP, pardon. Alors, je sais que alors, vous connaissez la NSDAP, mais là, c'est la SDAP. Donc, Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP, fondée en 1869, avant que vous ayez une union des deux partis en 1875, sous le nom de SAP, Sozialistische Arbeiterpartei. Alors du coup, si vous avez déjà une union dès 1875, pourquoi fonder en 1890 la SPD? À partir des années 1870, vous avez quelque chose qui s'appelle Das Sozialistengesetz. Donc Das Sozialistengesetz, donc qui va de 1870 jusqu'en 1890. Donc comme son nom l'indique, c'est une loi sur les socialistes qui a été mise en application par le chancelier de l'époque qui est Otto von Bismarck et qui en clair interdit toute association ou parti socialiste ou communiste. Ce qui fait que du coup, le SAP fondé quelques années plus tôt est dissous. Sauf que cette loi va être retirée donc du coup en 1890 et c'est là que vous avez la fondation du parti sous le nom qu'on lui connaît à l'heure actuelle, le SPD. Alors le parti existe ensuite de façon quasiment continue jusqu'à aujourd'hui. La seule période où le parti n'existe pas, c'est forcément sous le national-socialisme, donc de 1933 jusqu'en 1945, où le parti est interdit, comme tous les autres partis politiques au fur et à mesure, hein, mais le SPD et le KPD étaient évidemment parmi les premiers à être interdits par les nationaux-socialistes. Donc du coup, il y a techniquement en 1945 une refondation du SPD. Je vous l'ai dit, le SPD qui a plusieurs dates de fondation. Le parti actuel qui aime bien se référer à la date de création de 1863, puisque c'est la première fondation d'un parti social-démocrate en Allemagne, et donc qu'ils considèrent que ça peut être vu comme également la date de fondation de la social-démocratie en Allemagne en général. Important en Allemagne, pourquoi sozialdemokratisch et non pas sozialistisch? Sozialistisch en allemand a plus la connotation de communiste. Comme en anglais, vous avez socialist, qui va être considéré plus comme communiste, ou du moins la dernière étape avant le communisme. Si vous avez suivi la campagne des présidentielles américaines, vous avez vu que souvent les républicains accusent les démocrates d'être des socialistes, et vous avez du coup des candidats comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez qui vont se définir comme Democratic Socialist, et c'est justement dans cette veine aussi que sont les sociodémocrates allemands, et l'ont toujours été, c'est-à-dire de dire nous sommes certes pour le socialisme, mais un socialisme démocratique. Et ce qui fait qu'au final, le terme socialiste français et le terme sozialdemokratisch allemand ont idéologiquement à peu près la même signification. Donc, on avait vu qu'effectivement, c'est une Volkspartei,
Pour une raison très simple, donc c'est un parti de masse. Alors, les derniers résultats sont certes en chute libre, mais on voit que en termes d'adhérents, ça reste très solide, même s'il y a eu une énorme perte. Alors, je vais juste d'abord vous dire le nombre de militants qu'il y a à l'heure actuelle au SPD. On en est à 419 300. C'était les derniers chiffres datent de décembre 2019, donc c'est encore très récent. Donc 419 300. Pour comparaison, à l'heure actuelle, il y a au Parti Socialiste en France un peu plus de 89 000 militants, sachant que seuls 21 000 à peu près sont actifs. Et même si on ajoute les membres de Génération, donc qui avaient fait scission du Parti Socialiste, ça rajouterait que 5 000 à 6 000 militants de plus. Donc vous avez quand même un énorme fossé entre le nombre de militants socialistes français et le nombre de militants sociaux-démocrates en Allemagne. Après, c'est à mettre aussi dans une perspective historique. Donc en général, en Allemagne, il y a beaucoup plus de militants politiques et aussi syndicaux, on reviendra sur les syndicats un peu plus tard, qui sont actifs. Si par exemple je fais une comparaison, pareil, j'ai 2-3 statistiques, je vous enverrai les images un peu plus tard, mais si on compare, vous êtes dans des chiffres à peu près similaires à la CDU. À l'heure actuelle, il y a donc, comme je vous ai dit, un peu plus de 419 000 membres du SPD, et on est à un peu plus de 405 000 membres de la CDU. Sachant qu'après, la CSU, qui n'est que en Bavière, a plus de 139 000 membres. Et après, ça chute rapidement avec les Grünen qui flirtent avec les 100 000 à 96 000. Quand on parlera des Grünen, on verra que c'est une augmentation assez spectaculaire de leur nombre de militants, qui pose du coup aussi la question de la Volkspartei. Et après, ça descend vite, 65 000 pour le FDP, 60 000 pour Die Linke et 34 000 pour l'AfD. Mais même 34 000, ça fait quand même beaucoup de militants quand on pense que justement le Parti Socialiste français, qui pendant très longtemps a été quand même un des poids lourds de la politique française, en est à 89 000 et l'AfD a été seulement fondée en 2007, pardon, pas 2009. Donc politiquement, ça représente quand même un assez grand nombre de militants. Alors il faut savoir que ces chiffres-là sont très importants, mais il va y avoir 2 problèmes. D'un côté, effectivement, ça va être la moyenne d'âge du militant social-démocrate, qui est de 60 ans. Ce qui fait que vous avez beaucoup de gens qui sont militants de longue date, qui sont toujours sociaux-démocrates. Voilà, donc vous avez aussi cette tradition qui se perd petit à petit, et ça va se voir justement dans l'évolution des militants. Si on part seulement de 1990, donc après la réunification, vous avez plus de 900 000 membres du SPD en 1990. Et donc cette chute libre qui va au fur et à mesure descendre vers un peu plus de 400 000. Donc c'est quand même une perte très importante du nombre de militants, mais ça c'est en général dans les partis politiques. Alors le SPD on a beaucoup perdu, mais si vous comparez justement, on est passé de 2,4 millions de personnes qui sont dans des partis politiques présents au Bundestag à 1,2 seulement à l'heure actuelle, ou en tout cas en 2015. Donc vous avez quand même une chute très importante du nombre d'Allemands qui sont affiliés à un parti politique, même si c'est quand même beaucoup plus important qu'en France. Hein. Je vous citais par exemple le nombre pour Die Grünen qui est à 96 000. En France, ELV a à peu près 10 000 militants. Donc c'est presque 10 fois plus d'adhérents chez leurs voisins allemands que en France. Donc c'est pas un phénomène qui est lié seulement aux sociodémocrates. C'est un phénomène en général qu'il y a beaucoup plus de militants politiques en Allemagne qu'en France. Autre aspect que je trouvais intéressant justement à observer, c'était également la proportion de femmes au sein des partis politiques. Alors le SPD est 3e dans ce domaine-là. On reviendra dessus, mais je vous dis rapidement, et pareil, je vous enverrai les visuels, mais vous avez 41% de femmes chez les Grünen, donc on s'approche de moitié-moitié. Die Linke 36,4%, et donc le SPD 32,8% de militants sont des militantes. Et je vous laisse deviner qui est bon dernier.
de la proportion entre femmes et hommes au sein du parti politique. L'AfD, effectivement. L'AfD avec 17,8% de femmes. Du coup, c'est le seul parti d'ailleurs allemand qui est en dessous de 20% de militantes. Donc pour vous dire rapidement, la CDU c'est 26,5, FDP 21,6 et CSU 21,3. Donc voilà, il y a quand même une division assez importante gauche-droite, où à gauche c'est en général plus de 30 et à droite c'est en dessous de 30 et avec l'AfD même en dessous de 20. Alors ils ont un mouvement de jeunesse, pareil, quasiment tous les partis politiques allemands ont un mouvement de jeunesse. Il y en a aussi en France, hein, bien sûr, des mouvements de jeunesse, mais ils ont une place beaucoup moins importante dans la vie politique française. Hein. En France, vous aviez les MJS qui sont quasiment tous partis chez Génération, donc le mouvement n'existe quasiment plus. En Allemagne, vous avez les Jusos, J-U-S-O-S, qui est tout simplement pour Junge Sozialdemokraten, Jusos. Sachant que le dernier S, c'est pas un diminutif, c'est juste pour dire que c'est au pluriel. Donc, qui aussi vont porter pas mal dans le débat. En Allemagne, en général, vous avez les partis qui réservent des places à leurs militants jeunes lors des différentes élections. Ça se fait beaucoup plus dans les partis un peu plus à gauche que les partis un peu plus à droite. Mais en général, on essaie toujours de mettre en avant certains candidats. Là où en France, il y a une relation un peu plus autonome entre les mouvements de jeunesse et les partis politiques. Et il n'y a pas officiellement, en tout cas, de places réservées pour les jeunes, même s'il y a certains groupes qui le font dans une pratique courante, mais ça n'existe pas de façon officielle. Alors, à l'heure actuelle, donc, comme je vous ai dit, le SPD fait partie de la Grande Coalition, donc il gouverne aux côtés de Angela Merkel depuis 2013. Ils ont déjà défini leur candidat à la chancellerie pour l'élection de cette année, qui sera Olaf Scholz. Alors attention, ne confondez pas avec leur précédent candidat qui était Schulz, Martin Schulz. Donc là, c'est Olaf Scholz, qui est actuellement aussi vice-chancelier. Donc, à l'heure actuelle, ils ont 152 membres au Bundestag, sachant qu'il y en a 709. Donc on est très loin des résultats dans les années passées. Et pour ne pas vous dire de bêtises, je ressors le résultat exact. Lors des dernières élections au Bundestag, ils ont fait 20,5%. Alors ils ont réussi à rester au-dessus des 20%, mais c'est bien la première fois qu'ils flirtent autant à passer en dessous. Et ce n'est que la troisième fois qu'ils font un score entre 20 et 30. Puisque jusqu'en 2009, où ils ne font que 23, entre 1957 et 2005, ils ont toujours fait plus de 30%. Voilà. Sachant qu'en 49 et 53, ils font 29 et 28, donc on en est quand même très proche. Mais voilà, c'est une perte très importante du nombre d'électeurs pour le Parti social-démocrate. Le choc le plus important pour les sociaux-démocrates est venu lors des élections européennes de 2019, où ils font 15,8%. Et pour la première fois, ils se retrouvent troisième parti d'Allemagne, derrière la CDU, CSU et les Grünen. Donc c'était un score extrêmement décevant, sachant qu'à l'heure actuelle, dans les sondages pour les élections au Bundestag, ils sont donnés dans ces eaux-là. Donc on pourrait pour la première fois avoir une SPD qui est en dessous de 20%. Voilà, ça c'est pour le contexte actuel. Alors pour un point de vue un peu plus historique. Donc, comme je vous ai dit, la SPD a été fondée, le premier mouvement social-démocrate a été fondé en 1863, avant une refondation sous le nom de SPD en 1890. De 1890 jusqu'en 1918, vous avez un parti qui passe d'être un parti très oppositionnel et à la marge, un parti qui fait partie et qui est complètement dans le paysage politique de l'Empire allemand. Au point où, en 1918, quand le Kaiser Wilhelm II, donc Guillaume II, abdique, il y a un débat interne au SPD, qui pourtant jusqu'à maintenant était un parti pro-république,
de savoir si en Allemagne il ne devrait pas y avoir une monarchie constitutionnelle. C'est pour vous donner justement une idée de la place politique de la SPD déjà avant la fin de la Seconde Guerre déjà avant la Seconde Guerre mondiale, où justement c'était un parti qui était beaucoup moins révolutionnaire et beaucoup moins à gauche que n'a pu l'être la SFIO puis le Parti socialiste en France. Donc vous avez un parti qui est ancré dans les institutions et qui tient aux institutions. Alors au final, vous avez eu une proclamation de la République le 9 novembre 1918. Alors pour celles et ceux qui m'ont eu l'an dernier, vous savez que le 9 novembre est une date très importante dans l'histoire allemande, puisque ça a été entre autres, le plus connu c'est la chute du mur de Berlin, il y a la nuit de cristal aussi le 9 novembre, il y a eu le premier parlement des pays de langue germanophone le 9 novembre 1848, mais c'est aussi donc le 9 novembre 1918, la fondation de la République par un social-démocrate qui, depuis le balcon du Reichstag, va proclamer la République allemande. Donc, comme je vous l'ai dit, sachant qu'il n'y avait pas eu encore de décision au sein du SPD s'il devait y avoir République ou monarchie constitutionnelle. Puisque Friedrich Ebert, qui avait été nommé le matin même chancelier, lui était plutôt favorable à avoir quelqu'un de la famille du Kaiser qui redeviendrait empereur, mais un peu sur le modèle anglais, c'est-à-dire avoir un monarque comme chef d'État, mais avoir bien le Parlement qui décide réellement de la vie politique allemande. Puisque pour lui, ça apportait une certaine stabilité institutionnelle d'avoir un empereur à la tête de l'Allemagne. Mais à partir du moment où son collègue a proclamé la République, il ne pouvait pas aller contre son collègue du SPD, surtout quand il voyait les masses qui étaient favorables à cette proclamation. Et surtout que pour l'anecdote, le jour même, vous avez aussi les spartakistes qui proclament la République socialiste. Donc il fallait bien s'opposer aux spartakistes emmenés par Liebknecht. À partir de là, vous avez des sociodémocrates qui vont participer à un très grand nombre des gouvernements sous la République de Weimar. C'est eux qui vont participer notamment à fonder la République en tant que telle. Ils auront une place très importante dans l'Assemblée constituante. Même si pendant la Première Guerre mondiale, il y avait eu une scission au sein du SPD, avec la USPD qui avait été fondée, donc la Unabhängige SPD, le SPD indépendant, qui en fait s'opposait de plus en plus à la guerre et à financer l'Empire. Mais c'est un parti qui est devenu de plus en plus proche du SPD durant la République de Weimar et qui a quasiment ensuite disparu à la fin des années 1920. Mais déjà à l'époque, vous avez une première scission avec en plus, en 1919, des membres du SPD qui quittent le parti pour fonder le KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, donc avec notamment Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Donc comme je vous ai dit, ils ont participé à la plupart des gouvernements sous la République de Weimar, république extrêmement instable, alors j'avais un professeur d'histoire à l'université qui me disait qu'on dit souvent que la République de Weimar, parce qu'elle a échoué, elle a mené au national-socialisme. C'est plus, la question est plus de savoir comment est-ce que la République de Weimar a réussi à tenir aussi longtemps. C'était une république assez instable où vous aviez énormément de petits partis qui du coup faisaient que la formation de gouvernement était très compliquée. C'est aussi pour ça qu'en Allemagne, lors de la naissance de la RFA, on a instauré une règle de 5% minimum. C'est aussi pour un peu stabiliser le Parlement en termes de nombre de partis présents au Bundestag. Mais à l'époque, donc effectivement, au Reichstag, il y a de grandes difficultés. Et vers la fin de la République de Weimar, une incapacité pour le SPD de se mettre d'accord avec le KPD afin de former un gouvernement qui pourrait faire face au NSDAP. Donc du coup, vous avez les membres du SPD qui se retrouvent dans l'opposition au national-socialisme. Beaucoup vont fuir. L'exemple le plus connu étant Willy Brandt, dont le nom de naissance n'est pas Willy Brandt, on reviendra là-dessus.
mais c'est son nom de résistant qu'il a gardé ensuite comme nom officiel, qui fuit pour la Norvège et qui rentrera même dans l'armée norvégienne. D'autres vont former des groupes de résistance à Hitler. Et donc en 1945, vous avez la renaissance du SPD. Alors, étant donné que vous avez 4 secteurs d'occupation, techniquement, vous pouvez avoir aussi 4 fondations du SPD. Néanmoins, il y a eu quand même au final, il y a eu surtout 2 fondations qui ont été importantes. La première dans le secteur britannique, sous Kurt Schumacher. Donc Schumacher, normalement, c'est un nom que vous avez vu très souvent, donc j'imagine que vous savez l'écrire. Kurt, c'est K-U-R-T, c'est le prénom. Le parti va être bien à gauche, même si, comme je vous ai dit, un petit peu moins que la SFIO en France. Et va faire des résultats aux alentours des 30%. Ce sera la première force d'opposition à Adenauer, sans avoir de réelle importance au niveau national. Ils gouverneront certains Länder, notamment là où ils gouverneront, ce sera le plus important, c'est Berlin-Ouest, puisque c'est eux qui auront les maires les plus connus de l'histoire ouest-allemande pour Berlin-Ouest sont issus du SPD, dont Willy Brandt, qui sera maire de Berlin-Ouest durant la construction du mur, et qui à ce moment-là se fait une carrure nationale, voire même internationale. Et forcément, il va voir venir Kennedy, qui tiendra son fameux discours de Ich bin ein Berliner devant le mur de Berlin. Pour l'anecdote, non, il n'a pas dit « je suis un beignet ». Il a dit qu'il est un Berlinois. Effectivement, Ich bin Berliner aurait été plus correct, mais Ich bin ein Berliner n'est pas totalement faux non plus. Il va se faire une carrure parce que vous aurez une décapotable qui va traverser les rues de Berlin, dans laquelle il y aura 3 hommes, Adenauer, Kennedy et Willy Brandt. Et en plus, Adenauer, qui déjà est un vieil homme au moment où il devient chancelier, là, à côté de Kennedy et Brandt, la différence est encore plus visible. Puisque vous avez un président américain assez jeune, qui est élu, qui a la quarantaine, et à côté de lui, Willy Brandt, le jeune maire de Berlin-Ouest. Et en plus, la plupart des photos, on voit Kennedy discuter plus avec Brandt qu'avec Adenauer. Donc ça va donner encore plus une carrure nationale, puis même internationale à Willy Brandt. Et du coup, la première possibilité de gouverner pour le SPD, elle va arriver, comme je vous ai dit, en 1966. Donc Adenauer est chancelier allemand jusqu'en 1963. C'est son ministre des Finances qui va lui succéder, Ludwig Erhard. Donc Erhard, E-R-H-A-R-D. Et qui, comme je vous l'avais dit, qui est... alors lui, il est le père de l'économie sociale de marché. L'Allemagne, on considère non pas qu'elle fonctionne sous une économie de marché, mais une économie sociale de marché. Pour vous la faire simple, c'est en fait une économie de marché dans laquelle le cadre social est très clairement fixé et où on encourage énormément les entreprises à négocier directement avec leurs employés. C'est aussi pour ça que l'Allemagne, pendant très très longtemps, n'avait pas de salaire minimum, parce que le besoin n'était pas ressenti, puisque les ouvriers et les syndicats avaient une place importante au sein des entreprises allemandes. C'est qu'avec l'arrivée de nouveaux emplois et d'un chômage de masse, qu'effectivement on a ressenti l'importance d'avoir un salaire minimum en Allemagne. Pour info, le salaire minimum, il date des années 2010, donc c'est vraiment extrêmement récent. Sauf que Erhard se retrouve en 1966 face à une crise économique, et vu qu'il est le père du modèle économique allemand, il se sent comme responsable de cette crise, et du coup il démissionne. Et afin d'avoir une majorité beaucoup plus large, la CDU se met d'accord avec le SPD pour former donc la première grosse coalition, la première grande coalition. Donc avec Kiesinger comme chancelier. Alors attention, c'est toujours difficile de savoir la différence entre Kiesinger et Kissinger.
Kiesinger, c'est K-I-E-S-I-N-G-E-R. Kissinger, c'est avec 2 S. Et donc, il prendra comme vice-chancelier Willy Brandt. Et donc, pour la première fois, vous avez des sociodémocrates aux affaires au niveau fédéral. Et alors qu'il va y avoir un mouvement protestataire en dehors du Parlement, qu'on va appeler l'APO, Außerparlamentarische Opposition. Pareil, je reviendrai là-dessus quand on parlera de l'histoire des Grünen. Et sachez juste qu'il y avait une importante opposition parlementaire à l'extérieur, forcément, puisque à l'intérieur, vous aviez que les libéraux qui étaient l'opposition, et qui du coup étaient assez isolés, face aux 2 plus grands partis allemands qui faisaient passer une loi après l'autre sans vraiment d'opposition, hein, puisque quand vous avez une majorité aussi écrasante, les lois, vous pouvez les faire passer très vite. Là où justement il va y avoir une tournure importante pour le SPD, c'est que, comme je vous ai dit, le FDP est un faiseur de roi. Et le FDP décide plutôt de gouverner qu'après les élections de 1969. Ils vont préférer gouverner avec la SPD, qu'avec la CDU. En termes d'image, c'est aussi très important parce que Kiesinger, il y a eu des révélations sur lui, comme quoi il avait travaillé dans l'administration nationale socialiste, alors que Willy Brandt, son adversaire et à l'époque vice-chancelier, lui a été résistant au national-socialisme. Donc vous avez aussi 2 Allemagnes qui se font face entre le chancelier et le vice-chancelier, et ensuite les 2 qui en 69 sont candidats à la chancellerie. Sachant qu'au début de son mandat, Brandt est encore vu par certains comme un traître. Non pas parce qu'il s'est opposé au national-socialisme, même s'il y a pas mal de ressentis encore à ce niveau-là, mais parce qu'il a été enrôlé dans l'armée norvégienne, et que donc forcément, en tant que membre de l'armée norvégienne, il a tiré sur des Allemands. Il va y avoir beaucoup de tracts qui vont circuler sur Willy Brandt de la part de la CDU, déjà avec son vrai nom, Herbert Ernst Karl Framm. Donc Herbert Framm, qui est son vrai nom, mais donc Willy Brandt, il l'a gardé comme nom, même si c'est son nom de résistant en réalité. Ça n'a jamais été son nom de naissance. D'ailleurs, c'est le nom qui a été ensuite officiellement enregistré auprès de l'administration allemande, et ses enfants s'appellent Brandt, et non pas Framm. Donc voilà, il y a plein de tracts avec marqué Herbert Framm, traître à la nation, il ne faut pas voter pour lui, etc. Malgré cela, les sociodémocrates arrivent au pouvoir en 1969, en coalition avec le FDP. Alors en 69, ils ne sont pas encore le premier parti d'Allemagne, c'est encore la CDU-CSU. Mais étant donné qu'ils avaient déjà un accord avec la FDP, ils étaient déjà sûrs de former une majorité. Alors la majorité sera assez courte. Donc du coup, il va falloir quand même... au début, il y aura quelques difficultés pour faire passer la politique du SPD. Puisque leur majorité était un peu courte, ils ont du coup provoqué de nouvelles élections en 1972, donc 1 an avant la fin du terme de leur mandat. Et là, par contre, la SPD devient premier parti d'Allemagne. Donc c'est la première fois que la SPD devient le premier parti au niveau national, même devant la CDU-CSU. Alors, ils n'auraient quand même pas eu de majorité absolue seuls, sans le FDP, mais néanmoins, vous avez quand même ce changement au niveau du paysage politique allemand, que pour la première fois, ce ne sont pas les chrétiens-démocrates, ce n'est pas le parti de Konrad Adenauer qui est le premier parti politique d'Allemagne, c'est les sociodémocrates autour de Willy Brandt. Alors Willy Brandt qui sera surtout connu pour sa Ostpolitik, donc Ost, O-S-T, comme l'Est, politique avec un K évidemment, c'est-à-dire une politique d'ouverture à l'Est. Pendant très longtemps, la RFA a voulu le plus possible se tourner vers l'Ouest, quitte à même avoir une politique sous Adenauer, et on reviendra là-dessus quand on parlera de la CDU, qui était d'ignorer l'Est, notamment avec la doctrine que tout pays qui reconnaît la RDA n'aura aucune relation diplomatique avec la RFA. Donc ça inclut aussi notamment l'URSS, ce qui pose beaucoup de problèmes. Cette doctrine va être abandonnée petit à petit dans les années 60,
et pour même faire place, du coup, sous Willy Brandt, à la politique de Ostpolitik, qui est d'ouverture à l'Est, avec une main tendue à la RDA, et d'importantes discussions avec l'URSS. Vous avez notamment comme un geste symbolique qui est resté dans les esprits, c'est le fait que Willy Brandt s'est mis à genoux au mémorial du ghetto de Varsovie, acte pour lequel il obtiendra le prix Nobel de la paix. Et c'est là aussi que dans la tête des Allemands, il va y avoir ce changement de vision vis-à-vis de Willy Brandt, puisqu'il passe de quelqu'un qui avait été un résistant et qui avait tiré sur des Allemands à l'homme qui a obtenu le prix Nobel de la paix, non seulement pour ses actes contre le national-socialisme, mais aussi pour le fait qu'il ait demandé pardon à la Pologne pour les agissements des nationaux-socialistes en Pologne. Alors jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas sûr si c'était un acte prévu ou non. En tout cas, il n'y a aucune trace de discussion ou avec ses conseillers ou d'échanges ou quoi que ce soit sur le fait d'organiser cette mise à genoux. Quand on regarde les images d'archives, on voit que vous avez pas mal de photographes qui se ruent tout de suite sur leur appareil photo, donc eux au moins n'étaient pas au courant. Brandt, selon lui, c'était un acte spontané. Donc c'est plutôt vu comme acte spontané, même si évidemment on n'aura jamais de preuve pour savoir si c'était spontané ou non. De toute façon, on ne peut avoir que de preuves que si c'est pas spontané, forcément. Et ensuite, donc forcément, vous avez une première, entre guillemets, reconnaissance de la RDA qui va se faire sous le SPD, ce qui va être très critiqué forcément par les chrétiens démocrates, notamment avec des échanges, alors non pas d'ambassadeurs, mais de représentants. C'est très important parce que si vous échangez des ambassadeurs, vous considérez qu'il y a un État de l'autre côté. Si vous échangez des représentants, vous considérez qu'il y a une entité qui peut envoyer des représentants et non pas un État. Malheureusement pour lui, il va devoir démissionner. Donc en 1974, Willy Brandt démissionne. Après l'affaire Guillaume, alors Guillaume comme le prénom français, En fait, il y a eu des révélations comme quoi il avait dans son entourage un espion dont le nom de famille était Guillaume, qui en fait était un espion de la Stasi, donc des services secrets de la RDA. Afin d'éviter justement que c'est des répercussions sur son gouvernement et sur les réformes qu'il a pu mener jusque-là, il a préféré du coup démissionner pour que ce soit lui qui se fasse taper dessus. Ça montre aussi, et on en reparlera quand on parlera rapidement de la RDA, mais les tactiques de la Stasi qui veut s'insérer dans tous les domaines de la vie politique ouest-allemande. On en reparlera notamment quand on parlera aussi de l'APO. Donc pour lui succéder, on a Helmut Schmidt, un Schmidt DT à la fin. Helmut Schmidt qui avait été ministre des Finances jusque-là et qui avant avait été maire d'Hambourg. Donc je vous ai dit Hambourg qui a été toujours une ville plutôt à gauche, plutôt social-démocrate. Donc effectivement Helmut Schmidt qui devient du coup le deuxième chancelier social-démocrate de l'histoire allemande et qui gouvernera donc de 1974 jusqu'à 1982. Donc c'est lui qui au final aura le plus long mandat de tous les chanceliers sociaux-démocrates. Oui, donc je disais, donc effectivement Helmut Schmidt, qui lui va être un peu plus au centre que Willy Brandt. Il a toujours fait partie plutôt de la mouvance un peu plus centre-gauche du SPD. Alors qui va certes mener... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il gouvernera beaucoup plus longtemps que Willy Brandt, mais il y a beaucoup moins de faits marquants de sa chancellerie que de celle de Willy Brandt. Parce que Willy Brandt vraiment a tellement changé la façon de faire politique au niveau intérieur et extérieur de l'Allemagne de l'Ouest que du coup, Schmidt, lui, ne peut que continuer. C'est-à-dire, là où ça a été quand même décisif pour lui, c'est que malgré l'affaire Guillaume, il continue à discuter avec la RDA et l'URSS. Parce que ça, c'est ce que beaucoup d'Allemands se demandaient. C'est est-ce que malgré cette affaire d'espionnage, il allait quand même y avoir toujours des relations entre RFA et RDA. Il poursuit cette politique. Bon, à l'intérieur, forcément, il va connaître, comme beaucoup de chefs d'État et de gouvernement
de l'époque, la crise pétrolière à laquelle il va devoir faire face. Donc aussi, comme dans beaucoup de pays occidentaux, est la première fois que vous avez un chômage de masse au sein du pays, qui va devoir mener pas mal de réformes. Du coup, jusqu'en 82, où, comme je vous l'avais dit, l'AFDP qui décide de quitter le gouvernement Schmidt et de se rapprocher de Helmut Kohl, et va avoir lieu, ce dont j'avais parlé dans le tout premier cours, un vote de défiance constructif, c'est-à-dire donc le fait d'enlever la confiance au gouvernement en place, mais en même temps donc de proposer un nouveau chancelier, et le nouveau chancelier qui va être proposé, c'est donc Helmut Kohl. Donc, un Helmut peut en cacher un autre, et donc c'est Kohl qui succède à Schmidt, et le SPD donc qui va du coup traverser une période de 16 ans sans participer au gouvernement. Puisque Kohl sera le chancelier qui aura été le plus longtemps au pouvoir en Allemagne. Donc le SPD qui essaie quand même d'avoir une influence sur la vie politique allemande durant la période qu'on appelle Die Wende, W-E-N-D, qui décrit en fait la période entre la chute du mur de Berlin et la réunification. Ils vont proposer leur propre plan de réunification, mais qui sera rejeté. Eux, ils n'étaient pas pour une réunification immédiate, mais plus pour une qui se ferait sur étape, et où il y aurait d'abord une RDA qui resterait en place pendant un petit moment. Mais bon, voilà, tout le monde de toute façon est pris de court par la chute du mur et par une réunification aussi rapide, et le SPD qui n'arrive pas vraiment à se démarquer. Et plus forcément une CDU qui va être très populaire à l'Est. Donc quand viennent les élections de 90, forcément Kohl et la CDU sont réélus de façon très confortable contre le candidat Oskar Lafontaine. Donc Lafontaine qui s'écrit comme La Fontaine en français. C'est un descendant d'Huguenot, donc c'est un nom français à la base. Qui plus tard sera un des fondateurs de Die Linke justement. Et on va juste s'arrêter justement sur le fait que donc en 1998, le SPD va revenir aux affaires avec comme candidat Gerhard Schröder. Alors Schröder qui lui mène une politique clairement au centre, puisque même vous aurez des affiches où il y a marqué Die Mitte, le centre, avec Schröder dessus. Et qui donc va pour la première fois mener une coalition avec Die Grünen pour former donc la première coalition Rot-Grün de 1998 à 2005. On reviendra en détail justement sur cette période et ensuite sur ce qu'a vécu le SPD depuis la SPD depuis 2005. Juste dans les grandes lignes, donc, il y a eu un grand investissement dans les énergies renouvelables, mais ça a surtout été poussé par forcément Die Grünen. Ce qui fait que du coup les Allemands se sont retrouvés loin devant d'autres pays européens sur la question de la transition énergétique, et donc leader européen. Et à côté de ça, vous aurez aussi des lois qu'on appelle Hartz IV. Donc, Hartz c'est H-A-R-T-Z, et IV vous l'écrivez en chiffres romains, donc 4. Qui va beaucoup remettre en cause le modèle social allemand, notamment d'accompagnement des chômeurs. Pour la faire courte, et je reviendrai plus en détail là-dessus la semaine prochaine, mais avant en Allemagne, quand vous étiez chômeur, vous touchiez 80% de votre salaire de façon illimitée. C'est-à-dire, quelle que soit la durée de votre chômage, vous touchiez 80% de votre salaire, chose qui du coup change sous la gouvernance de Schröder.